Certains me disaient qu'un jour, j'allais le rencontrer. Pour une fois, j'allais dire à la personne que son marabout lui a menti. Tout petit, mais le mal de la musique ivoirienne, sortit un groupe qu'on appelait les Woody. Ils avaient une sonorité à part. Quand ils montent sur scène, c'est la flamme. J'ai dit tout petit, pas le poussière. On se met comme ça, on danse. Grandissant. Je dis bien grandissant, prenant la forme d'un être humain, pensant. Je rencontre aussi mon chemin, l'immortel Honora Guégué. Dans nos démarches, je lui exprime un vœu. Est-ce que je peux rencontrer un jour Phil Azoumé? Honora dit pardon. J'ai dit oui, j'aimerais bien rencontrer un jour Phil Azoumé parce que j'ai un concept, mais je vais l'initier avec Phil Azoumé. Nous étions en Allemagne. À coup de route, il me fait la surprise. Il dit c'est mon grand frère. Même père, même mère, mais c'est lui même qui m'a élevé. Waouh! Donc je peux le voir. Il dit oui. Qu'à un quart, mes deux pieds joints, mes bras croisés, devant l'autel de ma conscience spirituelle, j'implore tous les mânes des ancêtres et le Dieu créateur. Aujourd'hui, mon vœu est exaucé. J'ai à côté de moi Phil Azoumé. Mais, attention, nous allons faire 2 temps. Tellement que je l'aime et tellement que vous aussi vous l'attendiez. D'abord, parler de sa biographie. On fait une émission spéciale, biographie. Et puis une autre émission qui parlera de l'homme quand il est avec sa guitare. Qu'est-ce qu'il devient, à quoi il pense et comment il vit la musique. Phil Azoumé, bonjour. Bonjour Joël Etienne. Oui. Merci de me recevoir chez vous. Phil Azoumé, c'est quoi ce nom-là? Tu l'as pris où? C'est quoi ton vrai nom de famille? C'est quoi? Ben, à l'état civil, je m'appelle DJ Jean Firmin. D'accord. Mais j'ai trouvé que ça sonnait pas trop voilà, artiste dans le sens de voilà. Phil, parlez-vous parler un peu fort, toi aussi? Oui, dans le sens de l'art. Oui. Donc j'ai choisi un autre pseudo qui colle mieux voilà, à mes sources, parce que Azoumé, vous savez, dans nos familles africaines, il y a le nom du père que vous portez, mais il y a un nom aussi que votre mère vous donne par rapport à ses origines. Et ma mère m'a donné le nom Azoumé par rapport à son frère, son cousin, par lequel elle a connu mon père. Voilà, donc elle m'a donné le nom de ce cousin qui s'appelait, père son âme, Boli Antoine Azoumamé. D'accord. Voilà, Boli Antoine Azoumamé. Donc elle m'a donné ce nom de son frère, on va dire son cousin. Donc moi j'ai choisi de porter ce nom artistiquement, mais je l'ai diminué pour en faire Azoumé. Et le fil vient du fait que les amis m'ont toujours appelé, plutôt que de Firmin, ils m'ont toujours appelé Phil. À l'époque, même Roger Fulgence Cassi m'avait donné le pseudo de Wiper. J'ai été connu pendant longtemps sous ce pseudo. Et bon, j'ai choisi Phil finalement. Et après, j'ai ajouté J. J qui est le diminutif de JJ, mais écrit autrement. Voilà, donc Phil Azoumé J, c'est quand même quelque chose qui sonne bien artistiquement, mais qui me rapproche plus de mes origines. D'accord. Et puis Phil Azoumé il est né où?
Eh bien, Phil Azoumé, il naît accidentellement à Gagnoa. Et pourquoi accidentellement? Parce qu'à l'époque où Phil Azoumé naît, on est dans les années 50, on va dire tous les années 56. Hein? Nous, mes parents étaient basés à Abidjan, à Trècheville. Et ma mère étant enceinte de moi, se rend dans son village, à Papékou, pour bénéficier des... Donc tu étais 100%? Je ne dirais pas ça, je suis d'origine bété, mais j'ai plutôt une culture Aka. Ok, d'accord. Alors raconte l'histoire, pour ne pas que tu oublies. Oui, pour ne pas que j'oublie, mon père est né à Anoumamba. Dans le département de Bateau. De Bateau, de Non, c'est Bateau. Voilà. Nous, là, c'est chez moi, là. Voilà. Parce que mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, il a fait la Première Guerre mondiale. Et ces gens-là, qui savaient pas, qui maîtrisaient pas le français, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont quand même fait la Première Guerre mondiale. À leur retour de la guerre, eh ben, c'est des gens qu'on a utilisés comme des contremaîtres pour frapper leurs frères africains qui travaillaient sur les rails, là. Qui construisaient les rails. Oui. Et donc, mon grand-père était basé à Anoumamba, machin et tout. Donc, mon père est né là-bas, à Anoumamba. Il a grandi dans cette région et ensuite, il a grandi à Diaké, Bassam et tout ça. Donc, on a vraiment une culture à la base à Caen. Alors, l'accident de la naissance. Donc, l'accident de la naissance, et d'ailleurs, mon père, il ne connaissait même pas le pays bété. Pour lui, il était Agni, ou Apollo, ou Onzima, ou voilà. Ébrié, parce que mon père, il parle toutes ces langues. D'accord. Et nous étions basés, mes parents, en fait, ils étaient basés à Trècheville, puisque mon père faisait des études d'infirmier. Il a fait ses études ici à Abidjan et puis à William Ponty, à Dakar. D'accord. Et quand il est revenu, il travaillait au CHU de Trècheville, qu'on appelait à l'époque l'hôpital. Non, il y avait l'hôpital central du plateau. Tu ne mets pas d'une affaire de 50 mois, je ne te mets pas encore des choses. Voilà. L'hôpital de. En fait, c'était pas. En fait, bon, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ma mère est donc allée enceinte, elle est allée à Papékou dans son village, chez ses parents, pour prendre des médicaments, enfin, des thérapies, tout ça, pour que sa grossesse, son accouchement se passe bien. Et donc, étant pratiquement à terme, elle décide de revenir à Abidjan, retrouver son mari. Et à l'époque, d'après ce que ma mère m'a raconté, il y avait les 1000 kilos. On appelait les 1000 kilos les véhicules là, qui faisaient le transport en commun. Donc elle était dans les 1000 kilos à la gare de Gagnoa. Elle attendait et que le véhicule soit plein, voilà, le chauffeur démarre. Le chauffeur démarre. Et puis là, tout à coup, elle a eu elle a commencé à faire les os. Voilà, elle est rentrée en travail. Et la gare de Gagnoa, c'est tout juste en face de l'hôpital de Gagnoa. Donc ils l'ont rapidement emmenée à l'hôpital, à la maternité, et elle a accouché comme ça. Et donc je suis né à Gagnoa, mais de façon tout à fait accidentelle. Donc après ma naissance, naturellement, elle est retournée à Papékou avec ses parents 2 ou 3 mois avant de revenir sur Abidjan. Voilà comment Phil Azoumé il naît. C'est joli d'entendre ça, Phil. Dans son pays d'origine. Et tu as combien de frères, combien de sœurs? Oh là là. Vous savez, mon père, il fait partie des premiers fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez former vous-même. Donc c'était des gens qui mesuraient leur puissance, leur richesse par le nombre de femmes. Donc tu ne peux même pas savoir combien vous êtes. Et donc par le nombre d'enfants. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire combien nous sommes. Oui, mais à l'époque, à l'époque, on devait être plus de 20 enfants que je connais. Et à la mort de mon père, eh ben, il y a des enfants il y a des mamans qui sont venues avec des enfants, voici vos frères qui sont venus pleurer là, papa. Vous n'êtes pas bon, vous connaissez, vous avez gardé le contact? Il y a beaucoup qu'on connaît, il y en a d'autres
il y a certains qu'on n'a pas vraiment connus. Il y en a qui étaient là avec nous, parce que j'ai des grandes sœurs dont les mères sont baoulées, Agné, ou Apollo, oui, qui étaient là au début avec nous à Oumé, puisque mon père il a exercé à Oumé. Il a été affecté à Oumé dans les années 59. Nous, moi j'étais encore petit. Honora n'était même pas encore né. Lui, il est né beaucoup plus tard, mais à Oumé. Et voilà, donc ses sœurs, ses aînés, sont repartis avec leur maman. Il y a certaines avec qui on a gardé le contact et il y a certaines qu'on n'a plus jamais revues. Voilà. D'accord, donc, alors, comme ça, mon cher ami, Honora n'était pas encore né, mais vous formez un village, hein, et vous formez peut-être même une ville aujourd'hui. Alors, le petit, il grandit, il va à l'école. Et c'est comment a été ton enfance, ton école, comment ça s'est passé? Turbulence, agité? Non, pas du tout. Je dois dire que j'ai eu une enfance heureuse. Parce que mon père était fonctionnaire, il était infirmier major de l'hôpital d'Oumé. Vous savez qu'à l'époque, mon père, ce sont des gens qui ont remplacé les colons qui étaient là. Et nous, on était logés dans l'enceinte de l'hôpital. Et donc, à tort, les gens, ils ont pendant longtemps appelé mon père docteur. Mais il n'était pas docteur du tout. Il jouait le rôle de médecin. De médecin, puisque c'était lui le responsable de l'hôpital. Il a été remplacé par, lui s'appelait DJ. Il a été remplacé par un autre DJ. D'accord. Et DJ Capri, que tout le monde, beaucoup ont connu. Voilà, le père de Youfazer. Et donc, tout petit, tu évolues dans un environnement de fonctionnaires. Voilà, de fonctionnaires. Que le matin, tu prends ton petit café. Voilà, midi. On avait nos petits vélos. Et à l'école, on nous appelait blanc noir, parce qu'on était un peu les petits bourgeois. Voilà. Ça n'a pas joué sur toi et par rapport à ton école? Est-ce que tu étais super intelligent, moyen, nul? Non, on a été contraints d'être intelligents parce que mon père fait partie de la race des gens qui voulaient que leurs enfants soient les plus brillants à l'école. D'accord. Donc c'était l'époque de la chicotte. Oui. Donc mon père, il avait une espèce de bâtonnet, enfin une espèce de planche qu'il avait fabriquée, qu'il avait fait faire par un menuisier. Oui. Et sur cette planche-là, il la faisait appeler la vérité. Quand il la brandissait comme ça c'est quoi? La vérité. Et tout le monde répondait la vérité pendant qu'on était tous à genoux. Et comme ça, tu as eu ton entrée en 6e, le BPC, le bac et tout ça. Et non, oui, là, j'ai fait le cycle primaire à Oumé, jusqu'au CM2. Et pour vous dire, j'ai été le premier de tout le centre de Dalois. Ah, quand même, hein? Ouais, parce que nous, j'étais premier à l'école. Et mon frère et moi, mon grand frère et moi, parfois on était dans la même classe. On était premier ex aequo. Oui, parce que mon père, il ne faut pas être deuxième, il ne faut pas être troisième. Il faut être premier. Donc de la du CM2, de CP1 jusqu'au CM2, j'ai été premier de ma classe. Et alors, parce que j'obtiens le certificat d'études primaires et l'entrée en 6e. J'étais donc le premier de tous les centres de Dalois. D'accord. Et pour me récompenser, on m'a donc affecté à Abidjan, où mon père était en service. Parce qu'il avait été entre-temps réaffecté à Abidjan. Mais la famille est restée à Oumé, puisque mon père avait construit la maison familiale là-bas. Ma mère est analphabète. Elle est commerçante, on va dire. Elle avait un commerce au marché où elle vendait des pagnes, des trucs comme ça. Donc la famille est restée. Et qu'est-ce que tu gardes de cette époque? Qu'est-ce que tu gardes de cette époque? C'était une belle époque. C'était l'époque où on dansait du rhythm and blues, le vrai rhythm and blues, James Brown, Otis Redding et tout ça. Hein. Et nous, quand j'ai eu l'entrée en 6e, j'étais finalement à Abidjan et on descendait pendant les vacances. Les vacances de Noël, les vacances de Pâques, tout ça. Et puis on venait frimer parce que nous, on était désormais abidjanais. Voilà. D'accord. Et voilà,
en 72, malheureusement, je perds mon père. J'étais en 5e. D'accord. Et là, pour nous, c'est la chute aux enfers. Après l'enfance heureuse qu'on a connue, oui. On a connu une adolescence difficile. Très difficile. Et pour vous dire, oui. Vu qu'il y avait le spectre de la chicotte, oui. comme une épée de Damoclès, oui, sur la tête, donc, le père est parti, on s'est senti tout à coup indépendant, libre. Donc, lâché, tout a été lâché. Tout a été lâché à partir de la 5e. Mais je suis quand même arrivé jusqu'en 3e. Mais mon niveau d'études a baissé. Par contre, j'avais connaissance avec la musique. Non, on va en parler plus tard. D'accord. On va en parler plus tard. Voilà, et donc, du coup, tu te retrouves en seconde, tu as ton bac. Voilà, je me retrouve en seconde. Non, en fait, quand je suis arrivé en 3e, j'avais perdu beaucoup de ta vigueur intellectuelle. Donc, j'ai repris la 3e. La 3e. Et puis, finalement, j'aurais dû tripler. Parce que j'ai été, la deuxième année, j'ai eu le BPC, mais je n'ai pas été orienté. Tu n'as pas eu la moyenne. Voilà. Oui, j'avais la moyenne, mais je n'ai pas été orienté. Oui. Parce qu'il fallait être orienté au lycée. Je n'ai pas été orienté et je risquais ma vie scolaire risquait de s'arrêter là. Et puis, j'ai mon oncle, un des frères à mon père, qui était intendant au lycée d'Abangourou, qui m'a fait appel et qui m'a inscrit en seconde au lycée d'Abangourou. Donc, j'ai fait mon cycle secondaire, mon deuxième cycle à Bangourou, la seconde, la première et la terminale. Et c'est là que j'ai fait mon bac. Après avoir pris conscience du fait que si je ne faisais pas de bonnes études, tu risquais de te retrouver dans une situation extrêmement difficile. Rapidement, tu choisis, après tes études universitaires, tu choisis l'enseignement. Non, c'est pas comme ça. Je fais mon bac et j'arrive à l'université. Et dans un premier temps, je suis orienté en droit. Mais avec mon passif, je dis entre guillemets, ma passion pour la musique, le droit et la musique font pas bon ménage, parce qu'en droit, il faut pousser par cœur. Il faut faire du par cœur. Ouais. Et moi, je ne suis pas le gars à faire du par cœur. Donc, je tape 2 années en droit. Oui. Première année, je reprends la première année. Et au terme de la deuxième année, en première année, je suis exclu de la fac de droit. J'étais trop nul. Je ne venais même pas au cours. Les copains faisaient des machins pour moi. Ouais. Et je pensais que ça pourrait suffire, mais non. Et donc, je devais changer de faculté. Et à cette période, j'ai passé des concours. Le concours d'entrée à l'ENA. Ça n'a pas marché? Si, j'étais admissible. Avec Paul Dodo et tout ça. Le concours de l'ENA. Ensuite, j'ai fait le concours de la gendarmerie, j'étais admissible aussi. Ah oui? Le concours de la police, j'étais admissible. Ah oui? Et puis le concours d'entrée à l'école. Normale supérieure? Non, des éducateurs. Oui. CAFOP? Non, c'est pas le CAFOP. D'accord. C'est à l'INJS. Ah, ok, d'accord. À l'INJS, ouais. Des éducateurs d'internat. Et j'étais admissible à tous ces concours. Il fallait choisir. Et je me suis dit, moi, j'ai fait la musique. Si je rentre à la police, c'est mort pour la musique. Oui. Si je rentre à la gendarmerie, c'est mort. Et là, c'est foutu. Et là, c'est foutu aussi. Eh ben, là où je peux rentrer et puis faire ma musique, je pense, c'est à l'INJS. Donc, boum. Tu rentres là-bas? J'ai choisi d'aller à l'INJS. Regarde, par exemple, Paul Dodo. On était tous admissibles. Il y avait lui, personnellement, un autre ami avec qui j'ai joué à l'OUA, l'orchestre de l'université d'Abidjan, Madris. Ils sont tous rentrés là-bas, police, machin.
Mais ça les a éteints musicalement. D'accord. Moi, j'y rentre à l'école des éducateurs et pendant 2 ans, j'ai fait ma formation tranquille. Et pendant que je fais cette formation, eh ben, je m'inscris au FIP pour faire mes études d'histoire et géo à l'université d'Abidjan. Je faisais des cours du soir. Ouais, sur ce plan, je suis très très teigneux. Quand je décide de faire quelque chose, en fait, je le fais toujours. Mais ça n'a pas été facile. D'où t'es venu, on se tutoie hein, parce que vous voyez tout à l'heure, d'où t'es venu l'idée d'avoir ce goût, ce faible pour les femmes blanches, les métisses. Tu étais friand de tout ce qui était clair, c'est quoi? En fait, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je dois dire que... C'était un complexe que tu voulais dominer? Non, non, pas du tout, non. Vous savez, quand on est un peu connu, il y a toujours des gens qui... C'était la grosse tête ou... Non, c'est pas du tout. J'ai jamais eu la grosse tête, j'ai jamais été prétentieux. Alors les femmes claires et les blanches, oui? Non, c'est dû au fait que quand on exerce un art, machin, il y a des gens qui vous admirent tout le temps, toujours. Et généralement, ce sont les femmes. Et vous savez que tout homme, quel qu'il soit, est plus ou moins faible devant une femme. C'est logique, c'est normal. Et surtout toi, c'était les femmes claires et les blanches. Dis-moi, Joël, oui. S'il y a quelqu'un qui n'est pas faible c'est pour toi. Devant une femme... Je parle de toi, je ne parle pas des autres. Donc voilà, et puis à l'époque, être avec une nana, une meuf blanche ou machin, métisse, ça faisait bien quoi. Oui. Voilà. Donc, et du coup, tu as eu combien d'enfants? Et comme, je ne suis pas spécialement dragueur. Hein. Oui, mais vas-y. Comme on vient vers moi, c'est une chance pour moi. Oui. Donc j'en profite. Et quand c'est parti comme ça. Et tu as profité, tu as eu combien d'enfants? Eh ben aujourd'hui. Tu as fait comme ton papa alors? Non, pas. Lui, il en a fait beaucoup. Hein. Moi, je ne suis même pas allé à la moitié de mon père, mais j'en ai quand même une bonne dizaine. Ah, une bonne dizaine. Alors, Phil, il y a quelque chose que tu ne veux même pas du tout qu'on en parle, mais je vais en parler. Qu'est-ce que ton mariage avec Chantal Taïba? Où vous en êtes? Ben, ça va, c'est un mariage comme un autre. Vous êtes toujours ensemble? Je ne voudrais pas vraiment en parler, mais je dois dire que bon, une vie de couple, soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. Et puis, bon, quand ça ne se passe pas bien, quand on n'est pas vraiment un atome crochu, et ça sert à rien de se prendre la tête, machin. Vaut mieux, voilà, partir chacun de son côté pour, voilà, chercher le bien-être qu'on n'a pas eu dans le couple. Et pourquoi tu hésites quand tu parles de Chantal Taïba? Alors que vous avez vécu près de 5 ans ensemble en tant que mari et femme? Oui, mais vous savez, quand il y a de l'amour au centre d'une histoire et que ça n'a pas marché, faut pas forcément jeter la pierre à l'autre. Il faut prendre ses responsabilités, il faut dire, ouais, je m'appare de ça. Se quitter en bonne entente. Voilà, je pense que c'est ça. Mais est-ce que deux musiciens de ta tempe et celle de Chantal, est-ce que vous pouvez vivre ensemble? C'est possible. C'est possible? C'est possible si on est complémentaires à tout point de vue. Ouais, si on est vraiment complémentaires, on est fusionnels, c'est possible. Mais il y a le métier, c'est-à-dire la musique, mais il y a les caractères. Soit les caractères fusionnent, soit les caractères ne fusionnent pas, les comportements, machin de tout. Et donc, il ne faut jamais jeter la pierre à l'autre. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, quoi. Voilà. Au regret? Non, je ne dirais pas ça, mais... Si c'est à refaire? Ce qu'on a fait, bon, on en est là. Pourquoi refaire? D'accord. Alors, on vous avait dit que l'homme, on le découvrirait son côté jardin, et puis après, on rentrerait, n'est-ce pas, dans sa carrière. Je suis très heureux qu'il ait répondu à bâton rompu. Il y a des choses qu'il n'avait jamais voulu dire
surtout son mariage avec Chantal Taïba, il nous en a parlé. Mais pourquoi tu voulais que ça soit un tabou? Pourquoi tu ne voulais pas que les gens sachent? Au point où ceux même qui étaient à ce mariage, tu avais interdit toute image. Non, d'abord parce que je n'aime pas étaler ma vie privée. Hein? Et puis, mon ex-femme encore moins. Voilà. Mais elle est sur les réseaux, hein? Elle a une page Facebook, elle anime. Oui, mais elle avait coutume de dire, moi, je véhicule du rêve, mais je ne suis pas dans le rêve. Vous voyez, donc il y a le rêve qu'on véhicule, et puis il y a la vie privée qui est personnelle et qu'on se doit de protéger. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur ce point. D'accord. Voilà. Alors, sur ce côté-là, Phil, dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué, pas en tant que musicien, mais en tant qu'être? Qu'est-ce qui t'a marqué, et en bien comme en mal, au point où, une fois que tu en parles, tu réfléchis, tu dis, oh merde, la vie, purée. Phil, j'en parle de quoi? Ce qui t'a marqué de bien dans ta vie. Ah, ce qui m'a marqué de bien. Pas en dehors de la musique, on va en parler bientôt. Ouais, ce qui m'a marqué de bien, c'est la spontanéité de certaines personnes qui vous aiment spontanément et qui vous aiment entièrement. Voilà, quand on fait des choses qui plaisent, il y en a qui viennent spontanément vers toi. Mais comme tu vois, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc autant vous avez des admirateurs, autant vous avez des détracteurs. Des ennemis. Autant vous avez des ennemis que vous n'avez même pas cherché. Enfin, votre gueule ne plaît pas à tout le monde forcément. Donc voilà, ce qui m'a marqué, c'est la spontanéité des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses parce qu'ils vous admirent et ils vous soutiennent dans ce que vous faites. Voilà. Maintenant, ceux qui ne vous aiment pas, on peut rien y faire. Quelque chose de touchant, quelque chose de touchant, quelque chose de douloureux. Auquel, quand tu penses, tu dis que tu as les larmes aux yeux. En ce qui te concerne, qu'est-ce qui t'a déchiré, qui t'a fondu quand même le cœur? Le décès de ma mère. Parce que je me souviens que ma mère, elle est décédée un 24 décembre. Alors même que j'étais en train de préparer les fêtes de Noël avec mes enfants. On était allé faire des courses, on avait acheté des sapins, machin, des tout. Et on devait se ressortir encore, acheter des petites choses qui manquaient. Et puis à 14 h, j'ai reçu un appel d'Abidjan qui m'annonce le décès de ma mère. Donc du coup, pour ne pas affliger mes enfants, je leur ai dit, bon, on fera, vous allez, plutôt que de faire la fête ici, puisque je m'étais séparé de leur maman, on va faire la fête chez maman là-bas, on va tout ramener chez maman, papa a un petit souci à régler, machin de tout, et puis voilà, pour que je sois seul avec ma douleur, je ne voulais pas communiquer ça aux enfants. Mais la mort de ma mère, ça m'a fait un grand coup. Il y a ça, et il y a le décès de mon petit frère. Mon petit frère, lui, il est bien après Honora. Il était directeur adjoint de la bibliothèque. Comment il s'appelait? Léonard Djedje. Il était directeur adjoint de la bibliothèque de l'université d'Abidjan. Mort naturel? Il est mort de suite d'un hockey. Oh non. Il était parti, je crois, il était parti en mission à Dakar. Et puis au cours de sa mission là-bas, il a eu le hockey. Et puis le hockey s'est amplifié. Et ils l'ont rapatrié sanitairement à Abidjan. L'aéroport, on l'a mis directement au CHU de Trècheville. Et les gens, ils ont mal fait le diagnostic. Ils l'ont mis en PPH, alors que normalement, on devait l'amener en cardiologie. Et au moment où ils s'aperçoivent qu'ils ont fait un mauvais diagnostic, et bien, le jour où on devait le transférer en cardiologie, il est décédé ce jour-là. 3 jours après son admission à l'hôpital. Et ça m'a achevé aussi. Bien, alors,
On ne peut pas parler de beauté sans parler de laideur. L'homme, Phil Azoumé, vous l'avez écouté, on lui a fait dire certaines choses. Je pense qu'il peut avoir de la primeur là-dedans, il peut avoir des trucs exceptionnels, mais à la suite de la douleur qu'il a ressentie, nous sommes en décembre, nous voulons dédier cette émission à ses deux parents. Sa mère qui est morte un 24 décembre et son jeune frère qui est mort par la suite, n'est-ce pas, d'un faux diagnostic qu'ils ont fait. Et nous voudrons leur dédier cette émission sur la vie, la biographie de l'homme, et que, en demandant à Phil son dernier mot, pour que je puisse vous dire au revoir. Phil, ton dernier mot. Eh bien, nous sommes dans la période des fêtes, et à l'occasion de ces moments de fêtes que nous allons partager, dans une atmosphère de pandémie, du coronavirus, qui nous met dans des situations vraiment incertaines. Oui. Voilà, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs, d'abord à mes fans, à ceux qui m'aiment, même à ceux qui ne m'aiment pas, hein. Même à ceux qui ne m'aiment pas, parce que bon voilà, il faut de tout pour faire un monde. Je voudrais adresser à tout le monde mes vœux de santé, de bonheur, de joie et de paix à tout le monde, et surtout à mon pays, la Côte d'Ivoire, qui depuis quelques années connaît des turbulences, des troubles sociopolitiques vraiment exacerbés. Voilà, je voudrais souhaiter la paix à tout le monde, je voudrais que les choses aillent du mieux qu'il faut pour nos populations. Un pays développé ne se mesure pas aujourd'hui au gratte-ciel, au pont, au machin qu'on construit. Ça, c'est la moindre des choses. C'est le travail d'un gouvernement. Voilà, c'est son travail. Mais un pays développé aujourd'hui se mesure à la hauteur de la paix, du bien-être. Non, du social. Du social. Un pays qui se veut développer doit faire en sorte que sa population vive dans une certaine quiétude. Voilà. La paix, quoi. Oui, c'est-à-dire que la population soit en sécurité, sur le plan de la santé, sur le plan du logement, sur le plan du travail, hein, le social, il faut que le social soit développé, de façon à ce que les gens vivent mieux. Kadhafi, il avait réussi ça en Libye. En Libye, les gens, pratiquement, il y a beaucoup qui ne payaient pas l'électricité, qui ne payaient même pas des fois le loyer, c'est ça, une réussite. Hein? Quand on est au sommet d'une nation. Donc, les ponts, les gratte-ciel, les immeubles, machin, ça peut venir après, mais il faut que le citoyen lambda qui vit dans la société vive au mieux de ses intérêts, qu'il faut qu'il soit heureux. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Eh bien, si je le prenais sur le plan politique, il y a beaucoup de choses que j'allais tirer de lui. Mais je ne parle pas de politique. L'homme, je l'ai rencontré, il s'est ouvert à nous. J'espère qu'il vous a édifié. Pour ceux qui l'ont perdu de vue, il se porte bien. Pour ceux qui le retrouvent, il nous qu'à s'attendre que l'homme va démarrer bientôt. Et tout à l'heure, nous allons en parler. Phil, merci. Paix à l'âme de tes deux parents qui te sont chers, et puis du courage à ceux qui vivent. Et je voudrais quand même réitérer l'affection énorme que Honora Kédié voue à son grand frère, qui le considère quasiment comme son père. Souvent, il faut le dire quand les gens sont en vie. Merci. Honora, je fais ce que je peux. Mais je t'avoue que l'homme, moi aussi, je l'estime comme tu l'estimes. Merci et à bientôt.